Alors on est où ici? On est sur la grosse montagne, une des collines qui perce le littoral du Kamouraska. Alors ce sont des masses de pierre formées de quartzite, une pierre très dure, qui a résisté au passage des glaces du glacier. Et donc, dans tout Kamouraska, là, il y a une dizaine de ces émergences rocheuses. Le nom scientifique, c'est un nom scandinave, monadnock. Mais les gens ici, de façon familière, appellent ça les caburons, les butons, les collines. Bref, ça qualifie très bien la plaine littorale du Kamouraska. Et c'est doté, donc, ces émergences rocheuses-là sont dotées d'une végétation subarctique. Parce qu'au moment du passage des glaciers, tout de suite après, la végétation qui a colonisé les lieux, évidemment, c'était sous un climat froid. Alors donc, on a des lichens, on a les trois types de pins, pain blanc, pain rouge, pain gris, des épinettes, des kalmias, du thé du Labrador, de la camarine noire, des érelles, érelles vingdida, autrement appelées atoka, atoka sauvage. Il y a également beaucoup de genévriers. Ici et là, on peut cueillir des baies de genièvre quand le gel a passé dessus, c'est très parfumé. Bref, c'est une très belle végétation. On est chanceux, là, c'est un jardin privé. Être propriétaire comme ça d'une partie d'une montagne, c'est quand même pas banal. Là. Bah, surtout que de l'autre côté de la montagne, tu as ton domaine. Oui. Ici, tu as la montagne. Il y a un autre écosystème qui est le rivage. Avec, peut-être plus maintenant, mais j'ai eu longtemps des caches à canards pour la chasse aux canards. Dans les champs en bas de nous, il y a des oies blanches, des outardes. Pas très loin, un petit peu à gauche ici, il y a un nid de grand-duc, un hibou très familier de la montagne. On a aussi des éperviers, on a des faucons pèlerins. Bref, écoutez, c'est une faune d'une richesse absolument inouïe, c'est bien sûr, là. Et ce sont des territoires à protéger, hein, ça va de soi. Alors, on en prend soin. Et le chemin du roi, qui était le... Le chemin du roi, donc, c'était la route en bas de nous, ici, là. Les premières concessions remontent à 1744. Le premier concessionnaire ici de la terre que j'occupe aujourd'hui s'appelait Nicolas Côté. C'était le fils du seigneur de l'île Verte. Et il s'est établi ici pendant au moins une trentaine d'années. Alors on peut présumer qu'il y avait une première maison en pièce sur pièce, en bois, avec un toit de chaume, de petits bâtiments. Et tous ces gens-là ici se livraient énormément à la pêche, aux pêcheries. Alors c'est évident là, que toute la zone était très riche, non seulement en poissons, mais en marsouins, en beluga. Encore aujourd'hui, la petite rivière dont vous voyez l'embouchure, la rivière Fouquet, du côté est, là, c'est la principale frayère d'éperlans, l'éperlan arc-en-ciel. Et si vous venez dans 15 jours, 10 jours, un demi-million d'éperlans vont remonter frayer dans la rivière. Alors, c'est une des principales pépinières ou pouponnières d'éperlans qui constitue ni plus ni moins le poisson fourrage pour littéralement plein d'autres mammifères, alors les belugas, les baleines. Les plus gros poissons, les prédateurs. Alors donc, c'est encore une fois là, un territoire à protéger et il y a tout un comité de bassin qui s'est mis en place là, pour protéger la qualité des eaux de la rivière Fouquet.
et les frayères d'Éperlan. Et puis, les gens vivaient sur cette côte avant. Oui, pendant 100 ans, les gens ont vécu ici, cultivé des petites parcelles. Il suffit de cultiver en blé et en pois avec les ressources du fleuve, les poissons. L'anguille qu'on peut saler. Pratiquement chaque maison avait un tonneau d'anguilles salées là, pour survivre à l'hiver. En plus, évidemment, du lard. Alors, le lard comme principale source de gras, le poisson pour les vendredis et les jours de carême, et les pois pour les protéines. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour survivre, quoi. Et pourquoi les gens sont partis d'ici? Les gens ont quitté cet espace-là parce que les autorités gouvernementales ont décidé de déplacer le chemin public en 1814, au moment de la guerre avec les Américains, 1812-14, là. Il y a eu une crainte, si vous voulez, d'invasion, et les routes étant en assez mauvais état, surtout de ce côté-ci où la terre est très argileuse et on s'embourbe, les voitures vont s'embourber facilement dans les périodes de gel et dégel. Alors donc, les autorités provinciales du Bas-Canada à l'époque vont décider de déplacer le chemin public de l'autre côté de la montagne où l'assise est plus rocheuse, l'assise est plus facile à drainer. Et effectivement, ce qui va se produire, c'est que les gens qui vivaient ici, en l'espace de pratiquement 10-15 ans, vont abandonner les premières maisons, les premiers sites et se déplacer le long de la nouvelle voie publique. C'est ce qu'on appelle le rôle social structurant d'une voie publique. C'est rien de nouveau dans l'histoire. Si vous regardez là, en Europe, là, le vieux tracé des routes gallo-romaines, là, ça existe partout. Alors ici, dans un pays neuf comme le nôtre, on a également connu effectivement des déplacements de chemins publics comme ça. Alors ce chemin du roi, donc, il n'avait jamais été rétrocédé aux propriétaires depuis son abandon au début du 19e siècle. Alors, à l'occasion de la refonte du cadastre, la municipalité nous a proposé à tous les propriétaires de rétrocéder le terrain. Et il n'y a pas 15 jours, j'ai signé l'acte de rétrocession. C'est assez amusant. Donc, depuis au moins 1814-15, il n'y avait pas eu de rétrocession des terres de l'ancien chemin du roi.